Donc je suis maître de conférence à l'Université de Versailles et j'effectue ma recherche dans un laboratoire du CNRS à Gilles-sur-Udette où je travaille depuis plus de 25 ans maintenant sur une approche naturaliste de l'abeille, c'est-à-dire que j'ai d'abord été un rat de laboratoire où je faisais de la recherche académique pour essayer de retracer l'histoire évolutive de l'espèce. Et on est en train de perdre notre souche locale qu'on a en France, qui est l'abeille noire. Et donc, ça se passe en France parce qu'on a été les champions d'importation de reines. Et c'est en train aussi de basculer dans d'autres pays européens. Et donc, il y a d'autres collègues européens qui travaillent aussi sur la conservation des races. Et le but, c'est de conserver encore cette diversité naturelle de l'espèce de manière à avoir encore une espèce qui est capable de se débrouiller toute seule dans la nature et de ne pas en fait terminer ce processus de domestication. Donc pour vous parler de diversité génétique, l'aire de répartition de l'abeille va depuis le cercle arctique jusqu'au cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire en fait depuis la Scandinavie jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Elle recouvre l'Europe, l'Afrique et le Proche-Orient. Donc ça, c'est l'aire de répartition naturelle de l'espèce. Elle est représentée par entre 26 et 29 races géographiques. C'est des problèmes statistiques, comme la délimitation des races et même la définition des races est assez complexe. En fait, c'est sur des valeurs de statistiques qu'on définit la présence des races, et donc il y en a entre 26 et 29 en fonction, si on se place à un critère de 75% ou à 95% de confiance. Donc pour parler des races les plus connues, donc évidemment chez nous avons Apis mellifera mellifera, donc l'abeille noire, et puis les plus connus en fait c'est par exemple l'abeille italienne qui a été largement importée en France depuis la fin de la guerre de 14-18. Ensuite Cardica qui est aussi pas mal utilisé en France, et puis Caucasica, donc l'abeille du Caucase, qui a été importée en particulier dans les années 60-70 pour la production en particulier de graines de trèfle. Donc ensuite, vous voyez qu'en fait, on a une répartition, une très, très belle subdivision avec des races qui sont insulaires, Cypria, par exemple, à Chypre, Adamie en Crète, on a Sicula en Sicile, Ruffleri sur l'Europe, donc une très, très grande diversité de sous-espèces sur l'aire de répartition. On va retrouver aussi, évidemment, en Afrique, cette diversité. Alors, imaginez, on la trouve en fait depuis le cercle arctique, c'est-à-dire des populations qui sont adaptées à des grands froids, à des périodes d'activité qui sont très courtes. On va les retrouver aussi avec presque les mêmes caractéristiques, mais pas les mêmes origines. On va les retrouver dans les oasis des déserts, où là, on va avoir aussi un cycle qui est très réduit de ponte de la reine, avec une production d'ouvrières qui correspond à des floraisons qui sont très courtes. Et puis, on va les trouver aussi avec des adaptations en altitude. Par exemple, en fait, vous avez le Monticola dans les montagnes de l'Afrique de l'Est. Vous voyez qu'en fait, on trouve cette race à partir de 2400 mètres. Donc en fait, c'est pratiquement des abeilles qui sont adaptées à un climat qui est l'équivalent du climat tempéré, évidemment avec une flore qui est très différente. Donc on aura en fait des particularités pour chacune de ces races, avec des adaptations qui sont particulières et qui sont le fruit d'une évolution qui est extrêmement longue. Dans les années 80, on a commencé à développer des outils moléculaires, et en particulier une molécule qui est un peu particulière, qui est l'ADN mitochondrial, et qui est intéressante parce que sa transmission n'est pas une transmission à hérédité biparentale, mais en fait elle est essentiellement maternelle en fait, chez les animaux. Autrement dit, en fait, c'est un marqueur de colonie, c'est-à-dire qu'une reine va transmettre sa molécule d'ADN mitochondrial à l'ensemble des ouvrières de la colonie. Et également, en fait, c'est un marqueur à évolution clonale, c'est-à-dire qui permet de retracer toute l'histoire évolutive au pas à pas qu'il s'est passé au cours de l'évolution. Donc, on a commencé à analyser ce marqueur, et donc il est le résultat des analyses. Et sur cet arbre, c'est-à-dire qu'en fait, on a pu caractériser la lignée ouest méditerranéenne, la lignée africaine, ici, et on n'arrivait pas à distinguer en fait, la lignée orientale, O et C. En fait, simplement, les échantillons les plus orientaux sont situés ici, à la base de cette branche. Alors, l'avantage des données moléculaires, c'est que, ça nous retrace l'histoire évolutive, c'est-à-dire que je vais partir de la base ici, et que si je prends l'hypothèse que j'ai une horloge moléculaire, c'est-à-dire que mes mutations au cours de l'évolution, au lieu de manière en fait toujours avec un rythme régulier, en fait l'ensemble de la diversité ici que j'ai sur l'ensemble des abeilles représente 1 million d'années d'évolution. Ensuite, la diversité que j'ai ici à l'intérieur de cette branche-là, si j'analyse que ça, c'est 200 000 ans d'évolution. Et en fait, la diversité que j'ai dans ma lignée ouest méditerranéenne,
c'est 10 000 ans d'évolution. Autrement dit, ici, je vois en fait que je pars de la base, ici c'est mon ancêtre des abeilles, et que la première lignée qui s'est séparée de mon arbre, en fait c'est la lignée ouest méditerranéenne, c'est la plus ancienne. Et ensuite, j'ai une séparation ensuite secondaire entre la lignée africaine et la lignée nord-méditerranéenne. Donc si je prends les datations, ce qui est intéressant, c'est que la divergence entre les lignées est à 1 million d'années, et donc ma première lignée d'abeilles ouest méditerranéenne, en fait, elle a cet âge-là. C'est-à-dire que notre abeille noire, qu'on a dans la lignée ouest méditerranéenne, elle a 1 million d'années d'évolution. C'est une des premières qui a colonisé son aire de répartition. Ensuite, j'ai les diversités intralignées, donc j'ai 200 000 ans, et 200 000 ans, ça correspond en fait à une glaciation du Quaternaire, qui est la glaciation du Rhys. Et enfin, j'ai une autre lignée, la lignée ouest méditerranéenne. Lorsque j'analyse sa diversité intra, à l'intérieur de cette lignée-là, j'ai 10 000 ans d'évolution, c'est-à-dire en fait c'est ma glaciation du Vieux. Autrement dit, la mise en place de la diversité de l'abeille s'est faite de manière naturelle et elle a subi en fait les glaciations du Quaternaire. Ce qui explique en fait ces niveaux de diversité qui peuvent être différents à l'intérieur de chacune des lignées. Alors évidemment, ce travail de thèse, c'était les balbutiements de l'utilisation de l'ADN. Il m'a fallu 3 ans pour étudier 68 colonies, donc réparties sur l'ensemble de répartition, ce qui était un peu ridicule. Et donc, j'ai mis au point un test sur une région particulière de cet ADN mitochondrial, et c'est un test maintenant qui est utilisé maintenant en routine pour analyser les populations d'abeilles, et qui nous a permis évidemment d'analyser beaucoup plus de populations, puisqu'à l'heure actuelle, on en est à 150 populations européennes analysées, près de 40 000 colonies qui ont été typées, et qui nous permettent d'analyser de manière plus fine la structure de l'espèce. Donc on va retrouver par exemple en vert, ici on voit que donc là on a notre lignée africaine qui est représentée en vert, on voit que l'Espagne en fait c'est une zone de transition entre la lignée africaine qui est en vert et la lignée ouest méditerranéenne qui est en rouge. Ensuite en bleu on a notre lignée nord-méditerranéenne, donc on voit qu'elle s'étend relativement au nord, et évidemment après on va avoir des populations qui peuvent être constituées de mélanges de ces types. Donc j'ai en fait en Italie, par exemple, j'ai un mélange pratiquement à 50% sur presque l'ensemble des populations entre un type ouest méditerranéen et un type nord méditerranéen. Ce qui veut dire qu'en fait, ça correspond probablement à la remise en contact de 2 lignées qui s'étaient séparées depuis très longtemps. Autrement dit, l'abeille italienne, c'est un hybride naturel entre les 2 lignées évolutives. Et puis ensuite, après, je vais avoir des problèmes. Par exemple, en France, on commence à avoir l'idée de l'impact des importations. Angers, par exemple, je suis à pratiquement 86% de type nord-méditerranéen, alors que je devrais être à 100% de type ouest-méditerranéen. C'est l'impact direct des importations liées à l'apiculture. On va le retrouver aussi dans l'Est, en Alsace. En Alsace, en fait, quand j'ai été faire des échantillonnages, j'ai interrogé les apiculteurs sur ce qui s'était passé au niveau de leur population. Ils avaient perdu 70% de leur population à cause de varroa dans les années 80. Et en fait, je retrouve 70% de type C, c'est-à-dire nord-méditerranéen. Simplement, quand ils ont reconstitué leur cheptel, ils ont racheté des colonies en Allemagne. Et en Allemagne, depuis les années 30, ils avaient éradiqué la race mellifera pour la transformer par fermeture. Donc vous voyez en fait l'impact déjà de l'apiculture sur la structure des populations. Et donc on va trouver des niveaux plus ou moins importants d'hybridation de nos populations. La lignée ouest méditerranéenne a un niveau de diversité naturelle qui est plus faible que les autres parce qu'elle a encaissé ces glaciations du Quaternaire de plein fouet. Mais elle s'est aussi adaptée, c'est-à-dire qu'elle a passé à travers ces glaciations du Quaternaire. Et donc elle a des capacités de réponse, en particulier à des variations climatiques qui sont très importantes puisqu'elle est passée à travers 2 glaciations du Quaternaire et qu'elle a pu résister en fait à ces 2 glaciations. Et ça, c'est un atout majeur qu'il faut conserver. Avec le changement climatique actuel, je pense que notre abeille locale est une de celles qui peut le mieux réagir à ce changement climatique. Nous sommes il y a 1 million d'années, c'est-à-dire que la Terre est encore vierge de toute abeille. À partir d'un centre de dispersion qui serait situé donc, au Proche-Orient, on a eu une première colonisation par les abeilles à partir de ce centre de dispersion qui était préadapté en fait, à un climat tempéré. Il y a 200 000 ans, il y a une glaciation en fait, qui va faire descendre en fait, les glaces avec le permafrost s'arrête à ce niveau-là. Et dans cette zone qui est un petit peu englacée ici, en fait, on va avoir une toundra, c'est-à-dire en fait, une zone où les abeilles sont incapables de vivre parce qu'il n'y a pas assez de ressources.
Ce qui fait qu'on va mettre en place déjà 2 zones refuge, une située sur la péninsule ibérique, l'autre située au niveau du Caucase. À l'issue de cette glaciation, le glacier va se retirer, on va avoir une recolonisation primaire en fait, qui va se faire à partir de ces 2 zones refuge. C'est à ce moment qu'en Turquie va se lier une barrière qui va permettre la colonisation de toute la zone qui est située dans l'enclave entre la chaîne des Alpes et la chaîne des Carpates. C'est en fait cette colonisation qui va nous donner la future lignée nord-méditerranéenne. Malheureusement, il y a 10 000 ans, en fait, on va avoir une deuxième glaciation. Et donc les abeilles vont encore toutes disparaître de la région nord, ici, mais en fait elles vont se réfugier, et donc c'est à ce moment-là où on va avoir un refuge pur ouest méditerranéen en Espagne, un mélange qui va se faire parce que les abeilles vont se réfugier à travers la Ligurie et vont se remettre en contact avec l'arrivée de la lignée en Méditerranée pour former le refuge italien. Un refuge grec qui sera pur nord-méditerranéen, et puis notre refuge oriental de départ. Et depuis 10 000 ans, donc évidemment, les glaciers se sont retirés, et progressivement, nos abeilles ont recolonisé leur répartition. Et vous allez voir qu'en fait, on interprète la formation des races directement à partir de cette recolonisation. C'est-à-dire que les races ont en fait 2000 ans d'existence. Mais c'est le fruit d'évolution d'un million d'années. En Espagne, en fait, sur la péninsule ibérique, on va avoir Iberiosis qui va se mettre en place, qui est une race de zone refuge. À partir d'un effet de fondation et une adaptation progressive au climat tempéré froid, en fait, on a la race méditerranéenne. Sur le refuge italien, on aura une abeille Ligustica qui est le résultat d'une hybridation naturelle entre les 2 lignées. Dans le refuge grec, on aura Cecropia. La remise en contact entre Cecropia et Ligustica, par mélange d'allèles, en fait, va nous former Carnica qui s'adapte à l'Europe centrale. À partir du refuge ibérique, on aura une race de refuge qui est Caucasica, une race d'état de fondation qui est Anatoliaca en Turquie, et puis on trouvera Pomodela au Kazakhstan, au Ouzbékistan, en fait, qui est une race de colonisation. Macedonica, c'est aussi une race de colonisation à partir de Cecropia, à l'est en fait, de l'enclave de la péninsule, de la chaîne des Carpates. Donc vous voyez qu'en fait, on peut retracer l'histoire évolutive. C'est une histoire naturelle de l'abeille. Elle n'a pas fait appel à l'intervention de l'homme, comme un certain nombre d'espèces où l'homme avait déjà sélectionné en fait, un certain nombre de races. Ces races, en fait, sont vraiment des races naturelles et qui sont issues d'une adaptation millénaire. Donc, la diversité naturelle de cette espèce est importante. C'est le fruit d'un processus évolutif long et complexe. Moi, je suis généticien des populations évolutionnistes. Et je peux vous dire que, à l'heure actuelle, c'est un problème qui est général. Ce n'est pas simplement l'abeille. C'est ce qu'on fait disparaître en termes de diversité. On ne le restaurera pas du jour au lendemain. Il a fallu des millions d'années d'évolution et surtout l'apparition de mutations qui sont rares, ces mutations. Et si le sexe est apparu dans la vie, c'est parce que justement elle permet en fait de brasser ces mutations et de créer des combinaisons de gènes qui sont nouvelles. Donc en fait la sexualité, que ce soit dans le monde animal ou végétal, s'est mise en place de manière à compenser finalement le faible nombre de mutations qu'il y a. Et donc lorsqu'on élimine de la diversité, lorsqu'on perd des races, lorsqu'on perd en fait une partie de la diversité d'une espèce, il ne faut pas se leurrer. On ne pourra pas la reconstituer comme ça parce que les mutations n'arrivent pas assez souvent. Et donc il faut essayer de conserver cette diversité que l'on est en train de perdre actuellement. Donc sa diversité, alors c'est issu, donc évidemment, elle est passée à travers l'ouest méditerranéen, elle est passée à travers 2 glaciations du Quaternaire, et évidemment la diversité du fait de ce passage est plus faible, mais on a des populations qui sont mieux adaptées à en fait, des variations de température et de climat. Si je regarde l'influence de l'homme sur la diversité, donc ça c'est une diapo qui est plutôt générale, donc comme de nombreuses espèces européennes, l'abeille a vu son environnement changer de façon très rapide. Alors, d'une part, lié à une agriculture intensive, qui va entraîner évidemment l'homogénéisation des milieux, et donc on va perdre un certain nombre de milieux, mais également, en fait, il y a l'urbanisation qui est très importante. Sur l'ensemble des espèces, ça se manifeste par quoi? Quand je me promène en train et que je traverse la France depuis Paris vers le sud, je vais traverser par exemple la Beauce. Imaginez que la diversité naturelle à travers la Beauce, c'est simplement les buissons que vous avez au milieu des champs. Autrement dit, on avait des populations à l'origine qui étaient des populations de grands effectifs, qui se sont réduits en fait à des populations de tout petits effectifs avec des aires de répartition qui sont fragmentées. C'est l'un des plus gros problèmes actuels de la perte de biodiversité.
C'est-à-dire qu'en fait, on a deux grandes modalités d'évolution. L'évolution des populations de grand effectif, où là, le moteur de l'évolution, c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire que les espèces s'adaptent progressivement au changement de l'environnement. Et la deuxième modalité, c'est des populations de petits effectifs, où le moteur de l'évolution, c'est la dérive génétique. C'est-à-dire, en fait, le tirage aléatoire des allèles qui constituent, en fait, la diversité. Autrement dit, c'est un tirage aléatoire, j'ai plus du tout d'effet d'adaptation, et je peux très bien avoir, par processus aléatoire, augmentation, en fait, d'allèles qui vont entraîner des contre-performances, voire, en fait, des aspects délétères qui peuvent être entraîner des pertes très importantes au sein des populations. On fractionne une grande aire de répartition, on répartit la diversité, en fait, dans des petites populations qui vont dériver, et donc qui vont perdre de la diversité, et qui finissent par s'éteindre. Et c'est pour ça qu'en fait, les estimations de perte de diversité à l'échelle de l'ensemble des espèces sont de 60% dans le prochain siècle. On risque de perdre 60% de la diversité animale et végétale sur Terre. Rien que par le fait de ces subdivisions, en fait, d'espèces. Donc ça, c'est une première chose. Donc, en fait, lorsque je vais réduire mes populations, lorsque je fractionne mes populations comme ça, en fait, je vais basculer d'un système où c'est la sélection naturelle qui est le moteur de l'évolution à des processus qui sont totalement aléatoires. C'est comme ça que sont interprétées, par exemple, l'évolution, comme il y a le téléton en dessous, de certaines fréquences de gènes délétères dans les populations. Quand j'ai une réduction d'effectifs, je peux avoir des gènes qui entraînent des maladies génétiques qui vont augmenter de fréquence de manière très importante dans les populations, ce qui va en fait entraîner une proportion plus importante de maladies. Et c'est un processus uniquement aléatoire. Alors, chez l'abeille, on n'a pas ce problème-là, parce qu'il y a une apiculture derrière, et donc quand on a beaucoup de pertes qui sont liées par exemple à l'usage des pesticides, donc évidemment, on va avoir un effondrement des populations, de l'effectif des populations, et donc ça risque de se manifester par une dérive génétique. Heureusement, les apiculteurs sont là, c'est-à-dire qu'ils vont maintenir la diversité à l'échelle de l'espèce. Merci, messieurs les apiculteurs, de maintenir cette diversité, de maintenir les flux de gènes, même si c'est artificiel, vous avez maintenu la diversité. Chose qui ne s'est pas produite pour les espèces d'abeilles sauvages, parce qu'il n'y a pas de profession derrière. Par contre, je vais arriver à un point qui est un peu plus sensible, c'est-à-dire que vous avez eu un effet très intéressant sur le maintien de la diversité à l'échelle de l'espèce, mais en fait, l'abeille, à l'heure actuelle, elle ne souffre pas d'un manque de diversité, mais d'un trop de diversité. Vous allez voir pourquoi. Donc, jusqu'au XXe siècle, l'influence de l'apiculture sur la structure des populations, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, j'ai plutôt un apiculteur qu'un cueilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on va récolter le miel, pas forcément élever les abeilles, on va les maintenir, on va leur donner une loge, on va les maintenir dans des paniers, on peut les maintenir dans des tubes de terre cuite, ça va dépendre des régions, ou dans des trous coupés. C'est le cas, par exemple, de l'apiculture des céréales. Tant qu'on fait une apiculture de ce type, en fait, on ne va pas influer sur le cycle de reproduction de l'abeille. Les grands progrès chez l'abeille, en fait, ils vont apparaître avec l'apparition de la ruche à cadre. En 1845, on commence à avoir, en fait, des ruches à cadre amovibles qui vont être mises en place, et ça, en fait, ça va donner l'accès au couvain. Et quand on a l'accès au couvain, on commence à avoir accès, en fait, à la reproduction d'une espèce. En particulier, on va pouvoir élever des reines. La deuxième approche, c'est qu'on va développer, par exemple, l'insémination artificielle. Donc, autrement dit, en fait, on peut avoir, si on développe l'insémination artificielle de manière systématique et l'élevage de reines, on aura affaire à une espèce qui est totalement inféodée à l'homme et qui en est totalement dépendante. Mon approche de naturaliste refuse absolument cela. Alors, effectivement, c'est une espèce d'intérêt agronomique. Il faut utiliser ces techniques. Elles peuvent être utilisées pour augmenter la production pour les apiculteurs professionnels. Mais il faut conserver une composante adaptative, naturelle à cette espèce, de manière à ce que si jamais la filière apicole s'effondre, on ne perde pas une espèce. On est en train de la transformer, et on est en train de la transformer dans le même sens qu'on a transformé le ver à soie. Le ver à soie n'a plus de population naturelle dans le monde. C'est une espèce qui est totalement inféodée à l'homme et qui est restreinte du fait des fibres synthétiques. En fait, la soie s'est effondrée et en fait, elle n'est plus restreinte en fait, au monde du luxe. Et donc, en fait, les populations de vers à soie sont entretenues de manière artificielle et ils sont obligés de faire des plans de croisement infernaux pour maintenir la diversité chez cette espèce.
C'est ce qui risque de se produire chez l'abeille si on continue à faire ce qu'on pratique à l'heure actuelle. Conséquence de l'apiculture. Lorsqu'on veut augmenter, c'est une espèce d'intérêt agronomique, lorsqu'on veut augmenter la production d'une espèce, ce qui est le but d'une espèce d'intérêt agronomique, on a deux moyens. Soit je fais de la sélection en local, ou soit je vais importer des abeilles, créer des hybrides. Donc première solution, si je sélectionne en local, je vais choisir des caractéristiques qui vont m'intéresser moi en tant qu'apiculteur, en termes de production, et je fais abstraction totale de l'adaptation de l'abeille à son environnement. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je vais trier les colonies qui m'intéressent le plus, et puis je vais perdre probablement une bonne partie des caractères adaptatifs. Heureusement, chez l'abeille, c'est un modèle génétique qui est complexe. Et donc la sélection, en fait, il n'y en a qu'un qui a réellement réussi à sélectionner des souches, et encore, il est parti de multi-hybride, c'est le frère Adam. C'est le seul qui a pu mettre suffisamment d'énergie pour pouvoir sélectionner de manière efficace. Mais il faut être un moyen pour travailler comme ça. C'est-à-dire dormir 3 heures par nuit, être capable de passer à 300-400 colonies une année, descendre à 30 parce que le standard attendu n'était pas le bon. Donc, autrement dit, en fait, on s'y est plutôt orienté, en fait, à utiliser l'importation de graines et travailler, en fait, sur l'effet d'hétérosis, l'effet d'hybridation. Le problème, c'est que là, pour avoir cet effet d'hétérosis, il faut avoir des populations qui sont fortement différenciées. On les avait d'un point de vue naturel. On est arrivé à une période actuelle où on a tellement importé qu'en fait, voilà ce qui se passe quand lorsqu'on importe des reines, on va d'abord introduire des caractères qui sont non adaptatifs. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher des populations qui sont réputées productives dans une région, on va importer chez nous, mais en fait, on importe des caractères qui ne sont pas adaptables. Exemple, si je vais acheter de l'abeille en Italie ou en Grèce, comme ce qui se fait en ce moment pour reconstituer les cheptels, en fait, j'ai des reines qui commencent au pondre au mois de janvier, parce que le climat n'est pas du tout le même. Et donc, pour suppléer à ça, en fait, je vais apporter du sirop en début de saison. Ce qui explique pourquoi, en fait, j'ai une augmentation de la consommation de sucre par l'apiculture qui est arrivée à un stade où la consommation est équivalente à la production de miel. Ce qui n'a pas de sens. Deuxièmement, évidemment, je vais entraîner une homogénéisation des populations parce que je vais créer des hybrides, je rapproche toutes les abeilles entre elles et en fait, je fais disparaître ma différenciation entre mes populations. Je vais perdre progressivement mon effet d'hétérosis. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. J'ai des populations qui ne sont plus assez différenciées pour pouvoir bénéficier d'un effet d'hétérosis qui était celui qu'on avait dans les années 40, 50, 60. Parce qu'on a importé beaucoup trop et on a importé de partout. Donc on a créé en fait des multi-hybrides partout. Et évidemment, lorsque j'importe aussi des colonies, en fait, je vais aussi disperser les maladies. Et donc, en fait, on connaît les problèmes de varroa qui sont liés à des importations à partir du sud-est asiatique qui ont fait basculer la carrière en fait, d'une espèce à une autre, mais aussi, en fait, tout ça, en fait, on va disperser tous les agents infectieux potentiels dans les populations, ce qui va augmenter, évidemment, les pertes liées aux maladies. Et évidemment, donc, tout ça, ça va m'entraîner une réduction générale de la diversité. Alors, si je regarde maintenant la situation en France d'un point de vue général, j'ai recours à une importation massive. On est les champions du monde de l'importation. Plutôt les champions d'Europe, parce que, évidemment, ceux qui ont le plus importé, c'est ceux où il n'y avait pas l'aire de répartition. En Amérique, il n'y avait pas d'abeilles du genre Apis. En Australie, il n'y avait pas d'abeilles du genre Apis, et donc ce sont les colons qui les ont importés. Mais disons qu'en fait, on est les champions quand même d'Europe de l'importation des races. Donc ça a lieu surtout lorsque la souche locale a acquis une mauvaise réputation, c'est le cas de l'abeille noire en France. L'abeille noire, comme on dit, agressive, non productive et essaimeuse. Ce sont les 3 critères, en fait, que l'on cite pour l'abeille noire. Je dirais faux. Probablement en partie vrai. Et le deuxième, c'est faux aussi, puisque en fait, j'ai pu comparer, en fait, après, ce sont les pratiques apicoles qui font qu'on a des colonies qui essaiment ou pas. C'est une question d'adaptation d'apiculteurs à la souche à laquelle ils travaillent. Or, les formations actuelles, elles sont toutes faites pratiquement sur la butyraste. Autrement dit, on apprend et on met dans un carcan les apiculteurs, et évidemment, quand ils ont une souche qui ne correspond pas aux standards sur lesquels ils ont appris, en fait, ils ne vont pas s'adapter. Le but, c'est de rendre les apiculteurs, il faudrait qu'il y ait des formations qui rendent les apiculteurs adaptables aux souches locales, et revenir en fait à une observation et être plus proche de son abeille. Donc, agressivité, faux. Rüttner, donc celui qui a décrit les races, décrit la race d'abeille noire, Apis mellifera mellifera, comme une abeille douce.
Le frère Adam l'a décrit comme une abeille douce. Son critère d'agressivité a été acquis lors des premières hybridations avec l'abeille italienne. Ce sont les hybrides qui sont agressifs. Autrement dit, en fait, la cause de l'agressivité de l'abeille noire, ce sont les importations. Lorsque l'on purifie nos abeilles dans les conservatoires, on a un retour à la douceur. Et il y a souvent aussi un caractère qui est confondu avec la douceur, c'est celui de la tenue au cadre. Alors effectivement, l'abeille noire a une tenue au cadre qui est médiocre. C'est-à-dire que dès que vous sortez un cadre, vous allez avoir des abeilles qui volent dans tous les sens. Vous êtes dans un nuage d'abeilles, mais ce n'est pas pour ça que les abeilles sont agressives. Elles ont simplement une mauvaise tenue au cadre. Donc vous êtes dans un nuage d'abeilles, simplement. Non productives, oui, en partie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une diversité au sein de l'abeille noire. Vous avez des abeilles qui sont productives et d'autres qui le sont moins, qui sont totalement adaptées. C'est lié à l'adaptation. On l'a dit rustique parce qu'elle consomme moins en hiver. Elle consomme moins en hiver, effectivement, pas parce qu'il y a une consommation par abeille qui est inférieure, mais simplement parce qu'elle hiverne sur moins de cadres que les autres souches. Et c'est ça qui fait son caractère économique. Et donc ce caractère d'économie, elle l'a acquis pendant le passage des glaciations du Quaternaire. C'est-à-dire pendant les périodes froides, elle a acquis cette rusticité. Qui dit moins de besoin en hiver, évidemment, en moyenne, je vais avoir moins besoin d'aller rechercher des ressources, et donc je serai en moyenne moins productif. Mais par contre, j'ai une diversité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la possibilité de sélectionner en abeille noire pour la production. Et enfin, essaimeuse, là je peux vous dire que non, parce que j'ai un protocole en cours où la première colonie qui a essaimé, en fait, c'est la buckfast. Donc j'ai 2 buckfast, 2 carnica et 2 noirs qui sont en comparaison. La première qui a essaimé, c'est la buckfast. Simplement, pourquoi? Parce que je les ai gérées en noir. Comme elle a un développement qui est plus tardif, moi j'ai l'habitude du cycle de mes abeilles, qui sont des abeilles noires. Je n'ai pas l'habitude des buckfast, et évidemment, en fait, je n'ai pas su diviser mes colonies suffisamment tôt pour pouvoir en fait, faire un essaim avant qu'ils partent. Et donc, en fait, le caractère d'essaimage, il est subjectif, il dépend des pratiques apicoles, il dépend de l'apiculteur. Vous voyez que les 3 critères sur lesquels, en fait, on exclut l'abeille noire des abeilles de production, en fait, on peut les rediscuter. Et c'est une question d'adaptation de l'apiculteur à son abeille. Donc, il faut redévelopper des formations en abeille noire. Donc, évidemment, en fait, ces réputations ont amené en particulier l'éradication de cette race en Allemagne, donc dans les années 30. Et donc, nous, on est les champions d'Europe de l'importation de graines liée à l'effet d'hétérosis. Si je reprends un historique des importations, donc ça commence à la fin de la guerre de 14-18, où les apiculteurs italiens sont obligés de donner des paniers d'abeilles aux apiculteurs français, en fait, à la suite de la guerre de 14-18. Ensuite, on va avoir une vague, alors du fait de ces premières importations, on va avoir une vague d'importation dans les années 30-40 d'abeilles italiennes. Ensuite, dans les années 50-70, ce sera plutôt une vague de caucasienne. Ensuite, on va créer l'italo-caucasienne, de la triple hybride. Et puis, depuis les années 90, en fait, on a surtout la buckfast, le développement de la buckfast qui va être de plus en plus utilisé. Et puis, avec les pertes de colonies qu'il y a eu dans les années 90-95, en fait, on va restaurer les cheptels en important d'un peu partout. Et plus particulièrement, ça va développer l'élevage en Italie, en particulier en Sicile, avec Ligustica, et puis Cecropia en Grèce. Donc ensuite, on a plus d'autres marchés qui sont plus traditionnels, avec en fait, les contacts de proximité, notamment en Alsace avec l'Allemagne, et puis le Luxembourg avec la buckfast aussi. Donc en fait, en Alsace, on a ce mélange entre de la buckfast et de la carnica. Ça, c'est une figure qui nous permet de vous montrer pourquoi l'abeille meurt de trop de diversité. Généralement, en fait, quand on prend une performance, quelle qu'elle soit, elle est sous forme d'une gaussienne. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir les individus qui auront les plus faibles de cette performance, et puis les plus fortes de cette performance, et puis on est autour d'une moyenne. Donc on a une répartition en fait, de la diversité qui est comme ça. La sélection naturelle, elle va généralement agir soit d'un côté, soit de l'autre, ou soit les deux en même temps, lorsqu'on a une sélection qui est stabilisatrice. Autrement dit, en fait, ce qui est masqué de la courbe ici qui continue, ici et là, en fait, c'est ce que la sélection naturelle élimine. Dans les années 80, ça correspondait à des mauvaises combinaisons de gènes, c'est-à-dire entre 5 et 10% de perte. Lorsque j'importe des abeilles, généralement ma gaussienne va être déplacée. C'est pour cette raison que je les importe, c'est qu'elles sont différentes de mon abeille locale. Donc j'ai une moyenne qui est déplacée vers la droite, et donc en fait, comme ça va s'hybrider, puisque j'ai affaire à des races,
Donc elles vont se reproduire entre elles. En fait, je vais avoir une gaussienne qui sera résultante de mes hybridations qui va s'étaler d'autant plus. Et lorsque j'applique la même sélection naturelle, vous voyez que ici, je vais éliminer une plus grande partie de mes populations. Et donc, d'un point de vue génétique, on peut aussi, en fait, interpréter l'augmentation des pertes par ce caractère de moins bonne adaptation des abeilles qu'on a importées. Autrement dit, en fait, j'ai plus de pertes. Et c'est le filtre de la sélection naturelle, en fait, qui joue. Voilà, donc conséquences en France, donc ça, c'était pas trop catastrophique parce que la situation s'est largement aggravée ces dernières années. En fait, on a fait le bilan du cheptel français entre 2004 et 2006, on a été échantillonné dans 61 départements français. Et on a fait des analyses pour étudier, avec les marqueurs qu'on avait mis au point, qui permettent de caractériser les lignées. Et vous voyez qu'en fait, j'ai une situation qui est très très hétérogène en France, avec des populations qui peuvent être encore relativement pures ici, dans cette région, et puis là, des impacts, et là, c'est affolant. En fait, dans le Gers, vous voyez que là, je suis à 96% d'importation dans la population, et j'ai fait un échantillonnage 2 ans après, à 50 km, j'étais à 96% en abeilles noires. C'est pour vous montrer à quel point, en fait, la France est hétérogène dans ses populations d'abeilles. Et en fait, les apiculteurs, à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand j'ai interrogé un apiculteur pour lui demander avec quoi il travaillait, généralement, j'avais une correspondance. À l'heure actuelle, vous ne savez plus ce que vous avez dans vos ruches. Ça ne correspond plus à ce que vous pensez. Et je vais vous affoler, c'est que même les producteurs de reines à l'échelle européenne ne sont plus sûrs de ce qu'ils vendent. J'ai fait une étude justement sur différentes races qui étaient impliquées dans les synergies entre les pesticides, entre les néonicotinoïdes et Nosema cerenae. Et donc en fait, j'ai demandé à travailler en aveugle, et je leur ai dit à quoi correspondait leur population. Ils avaient une abeille italienne, une abeille caucasienne, des reines caucasiennes, des reines italiennes et des reines d'abeilles noires, qui étaient en comparaison pour analyser les effets de synergie, et ils avaient trouvé des effets races. Sauf que quand je leur ai donné le résultat, la reine italienne, elle était effectivement d'origine italienne, fécondée par des mâles grecs. La caucasienne était effectivement d'origine caucasienne, mais fécondée par des mâles grecs. Je leur ai dit, vous avez acheté vos abeilles chez Batsis. Ils m'ont dit oui. Voilà. Donc on arrive à pister, mais ça veut dire qu'en fait, ils vous vendent une reine italienne qui est fécondée en local par des mâles grecs. Et donc en fait, ce qu'ils vendent, ça ne correspond pas en fait, à ce qu'ils vous disent. Voilà, donc je reviens sur ma figure en France. Regardez, en 2004-2006, la région de France, je suis déjà à 50% d'hybridation. Je fais une étude en 2011, je suis à 89% d'importation. Et ça, je vais le retrouver dans de nombreuses régions. C'est-à-dire, ce qui est affolant, c'est que par exemple, dans les Cévennes, je fais une étude, donc là, on est en Savoie, où on avait fait une première étude. Vous voyez qu'en 1994, je suis à 2% en fait, d'importation avec mon marqueur mitochondrial. En 2004, je suis à 10,9, 31,25 ici dans le nord, et puis à 6,67. Vous voyez en fait l'hétérogénéité des régions, et puis surtout l'évolution de ces populations. Donc je passe de 2% à 15% entre 1994 et 2004. Ce qui m'affole à l'époque, actuellement, quand je suis en train de refaire un arbre avec les populations actuelles, c'est qu'en fait, j'ai plus rien qui correspond à mon standard local, tout est descendu à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai créé en fait, une nouvelle lignée évolutive qui sont que des hybrides. Et ça, je le retrouve dans la plus grande partie des populations en France. Si je fais un constat sur les dernières années maintenant, je me dis, j'ai importé pour augmenter la production de miel. Donc j'ai une augmentation de la pollution génétique, ça je le vois, donc ça pourrait ne pas être forcément un problème. Mais j'importe pour augmenter la production, or la production moyenne diminue. Ensuite, j'ai une augmentation des pertes de colonies, j'ai une augmentation de la consommation de sucre, évidemment. En fait, on va suppléer à la non-adaptation, autrement dit, on maintient artificiellement les colonies par nourrissement. Et ça, c'est très important parce qu'en génétique des populations, sur la sélection naturelle, on peut influer sur le maintien artificiel des colonies. C'est-à-dire qu'en fait, on maintient artificiellement les allèles qui sont délétères dans les populations. Et donc, j'ai une diminution également de la vitalité des reines, donc les capacités de ponte et de la durée de vie. Et ça aussi, en fait, il y a des pratiques apicoles qui sont pratiquement intolérables pour moi qui suis évolutionniste. C'est que si le temps moyen de génération d'une reine est 3 ans, c'est simplement parce qu'il permet le maintien de l'effectif
à 300 à 350 colonies par population. D'habitude, une population de grand effectif, c'est 1000 individus. Et c'est ce chevauchement de génération qui est très important et qui entraîne cette équivalence en fait, de 1000 individus lorsqu'on a un temps de génération de 3 abeilles. Autrement dit, j'ai une reine qui va produire des mâles pendant 3 ans, et donc cette reine, elle va participer pendant 3 ans à la reproduction. Si je change les reines tous les ans, je multiplie par 3 la vitesse d'évolution de cette espèce, et en plus, je la réduis à une dérive génétique. C'est très grave pour l'avenir de la diversité de cette espèce. Il faut absolument ne pas changer les reines tous les ans. Il faut maintenir en fait un temps de génération qui est de 3 ans en moyenne chez cette espèce. Sinon, on va directement dans le mur. On va perdre énormément de la diversité et on va surtout en fait augmenter des fréquences d'abeilles qui sont délétères dans les populations. Alors jusqu'à présent, évidemment, on entend parler surtout en fait, de l'action des pesticides. Alors ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça a été le point de démarrage de la grande transition qu'il y a eu à partir des années 95. L'impact actuel, il est lié à une accélération des importations de graines qui sont liées à la reconstitution des cheptels lorsqu'on a eu des pertes de l'ordre de 60, 80 à 100%, en fait, en particulier en Charente ou en Vendée. Il a fallu reconstituer les cheptels, et c'est là où l'apiculture française a été mauvaise, c'est que l'on n'a pas d'élevage de rennes suffisamment important de la lignée locale, et donc pour reconstituer les cheptels, on a été obligé d'importer des abeilles d'autres régions, et d'abeilles qui ne sont pas adaptées. C'est ce qui a favorisé la dispersion des pathogènes et une mauvaise adaptation de nos abeilles. Donc autrement dit, en fait, on a mal réagi. On aurait dû développer l'élevage de rennes immédiatement. Et la principale critique des firmes agrochimiques, c'est que les pratiques des apiculteurs sont mauvaises. Et autant dans les années 90, c'était faux, parce que les apiculteurs sont suffisamment proches de leurs abeilles pour qu'ils aient des pratiques qui soient respectables, autant en fait la réaction par rapport à ces grandes pertes a été mauvaise. Et là, ils peuvent nous attaquer, mais de manière grandiose, sur les pratiques apicoles. Le maintien artificiel des colonies, lorsqu'une filière nourrit autant de ces abeilles qu'elle ne produit de miel, ce n'est pas tolérable. Voilà, donc notre but, c'est de revoir un peu nos pratiques apicoles, donc notre copie en termes de bonnes pratiques apicoles. Si on regarde l'importation de rennes, en fait, on a une mauvaise adaptation au milieu. Et donc, évidemment, on va nourrir en début de saison. On va nourrir en début de saison parce que nos rennes, elles commencent à pondre trop tôt. Il faut allier une apiculture professionnelle, et les professionnels ont besoin d'en vivre. Donc, effectivement, il faut qu'ils interviennent de manière artificielle sur leurs abeilles. Et donc, en fait, ils peuvent nourrir en début de saison pour stimuler les colonies. Mais là, la dérive, on est à un point, c'est qu'en fait, on remplit le corps des ruches avec du sirop au début pour qu'elles puissent remonter du miel, avec tous les effets néfastes que ça peut avoir sur le long terme. Il y a de plus en plus de miel qui sont refoulés à l'analyse parce qu'il y a du sucre dedans. Non pas parce que les apiculteurs sont des truands et mélangent du sucre et du miel, mais simplement qu'à force de nourrir en saison, elles vont mélanger le sucre qu'on leur a donné avec du miel. Et là, vous vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que le miel, c'est un produit naturel. Et si jamais il n'est plus naturel, vous n'aurez plus le moyen d'écouler votre production. Ou les cours vont chuter. Parce que si le grand public apprend que ce n'est plus un produit naturel, il n'y aura plus de différence entre le sucre et le miel. Et donc à long terme, vous risquez d'écrouler la profession. Donc surtout, ralentissez le maintien des colonies et surtout l'usage du sucre, en fait, pour compenser en fait, le développement des colonies. Il faut que ce soit fait de manière parcimonieuse. À l'heure actuelle, en fait, ce n'est pas ce qui est fait. Le gros problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on a sélectionné des colonies qui ne vont pas stocker dans le corps, mais qui vont stocker dans les hausses pour mieux produire. Et donc, en fait, on a des colonies qui vont avoir le comportement de remonter du sirop qu'elles vont dans le corps pour laisser à la reine de la place pour pouvoir pondre. Donc, il va falloir être parcimonieux sur l'utilisation du sucre. À l'heure actuelle, en fait, on va dans le mur. On va dans le mur, hein. Vous avez eu en fait tous les contours sur en rouge, hein, d'un point de vue génétique, adaptation et maintien évidemment de l'espèce. Il faut un retour à une agriculture durable. Et donc pour ça, moi ce que je propose, c'est une alternative, il y en a d'autres probablement. On ne changera pas du jour au lendemain. L'apiculture telle qu'elle est actuellement, en fait, elle est contrainte. Hein, mais il faut laisser la place aux gens qui font de la conservation en France. Le problème qu'on en a actuellement, en fait, c'est qu'on essaie de maintenir la diversité de notre souche locale, d'essayer de conserver la diversité de la noire,
et on n'a aucune protection de nos territoires. Autrement dit, n'importe quel apiculteur peut venir installer un rucher, une cinquantaine de colonies en hybride au milieu de nos zones conservatoires, et ça fout 10 ans de travail en l'air de conservation. Et on risque en fait d'avoir une extinction complète des conservatoires. Donc il faut qu'il y ait une discussion qui ait lieu et qu'il y ait une territorialisation en fait, de l'apiculture de manière à pouvoir donner la chance en fait, à cette nouvelle alternative qui est celle des conservatoires, c'est-à-dire de mettre en place, de conserver la diversité, de ce qui reste de la diversité locale de notre abeille noire, et essayer en fait de sélectionner des souches qui soient d'intérêt pour essayer de relancer l'utilisation de cette souche en apiculture professionnelle. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait une association entre les apiculteurs amateurs, qui sont les meilleurs conservateurs, et les professionnels aussi qui puissent s'impliquer. Le problème qu'on a à l'heure actuelle au niveau des conservatoires, c'est qu'on est capable de produire 200 reines parce qu'on est des amateurs. Il faut qu'il y ait une association entre les apiculteurs professionnels et amateurs pour relancer l'élevage de cette souche en France si on veut s'en sortir. Je vais terminer là-dessus. Ça fait 25 ans que je travaille sur l'abeille. J'ai l'impression en fait, qu'il y a une dérive et que le monde de l'apiculture est devenu de plus en plus individualiste. Et le problème, en fait, c'est qu'on ne peut plus travailler de manière sereine. Avec les fécondations ayant lieu de manière naturelle, en fait, on ne peut plus travailler avec ce qu'on veut. Donc il faut trouver des accords de discussion et se mettre tous d'accord dans une région pour travailler. Et surtout, favoriser le local au national. C'est-à-dire que quand il y a des options, lorsque les gens reprennent en main leur territoire, pour pouvoir essayer de conserver la diversité, que ce soit respecté par l'ensemble, en fait, des apiculteurs. C'est un respect mutuel. C'est une utopie. Mais j'y crois. Une question, effectivement, vous faites référence au conservatoire pour préserver l'abeille noire, donc quelle place finalement aux amateurs? Aux amateurs? Alors pour moi, la conservation, elle ne peut être faite de manière efficace que par les amateurs. Pourquoi? Simplement parce que les professionnels, ils sont soumis à des pressions économiques. Et donc forcément, les mauvaises années, ils vont être tentés de ne pas respecter en fait, un cahier des charges qui est celui de la conservation, autrement d'influer sur leur population. Les amateurs, en fait, ce sont des gens qui sont passionnés. Et donc, on leur donne un cahier des charges, ils vont entretenir la diversité. Au sein d'un conservatoire, au sein de mon conservatoire, j'ai des ruches où je ne mets jamais de hausse. C'est intolérable pour un professionnel. Ce sont des non-productions. Or, ces ruches-là, en fait, ce sont des ruches qui sont rustiques. Elles peuvent m'apporter des caractères par le biais des fécondations. C'est-à-dire que c'est les combinaisons de gènes qui font qu'une colonie, elle devient, en fait, très productive. Simplement parce que j'ai des combinaisons de gènes qui sont idéales pour l'apiculteur. Et après, dans une population, en fait, je vais avoir des combinaisons qui sont plus ou moins bonnes, c'est-à-dire qui vont persister. Ces ruches-là, je ne leur mets jamais de hausse, mais elles récoltent suffisamment pour passer l'hiver toutes seules. Je ne fais pas, en fait. Au sein des conservatoires, j'accepte des pertes. Une colonie qui m'a produit que 5 kg de miel, si je suis obligé de lui donner du sucre pour l'hiver, je vais lui en donner, je m'y autorise puisque je vais prélever du miel, mais je lui donne à hauteur de 5 kg. Si elle a consommé tout pendant l'hiver et qu'elle doit mourir, je la laisse mourir. Autrement dit, en fait, je suis au plus proche du processus naturel d'évolution. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est un entretien. Ça a un coût, hein. C'est pas simplement entretenir des ruches. Hein. Il y a un coût d'entretien qui est particulièrement important. Là, en fait, on pourrait travailler de manière beaucoup plus sereine si on n'avait pas ces problèmes. Vous avez vu que ma zone, je suis un petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur. J'ai des abeilles noires à 80-85%, autour, je suis à 89% hybridés. Autrement dit, tous les essaims qui rentrent, je suis obligé de les tester et je les sors de la zone, ou je change les reines. Mais ça va avoir une influence, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où maintenant, en fait, même ce travail-là, on passe pratiquement la plupart de notre travail de conservation à éliminer ce qui n'est pas du local, plutôt que de travailler sur les performances des colonies potentielles qui vont nous permettre en fait, de faire de la sélection par la suite. Si on pouvait travailler de manière plus sereine, ça nous permettrait de mieux enregistrer les différentes caractéristiques de nos colonies pour pouvoir trouver quelles sont les souches que l'on pourra sélectionner et qui pourront être mises dans la main des professionnels. Mais moi, je voudrais intervenir par rapport à ce qui est dit. Vous avez beaucoup insisté sur les mortalités,
la diversification génétique, mais pourquoi vous n'associez pas aussi le manque de diversification florale? Ah, tout à fait, on n'a pas encore, c'est pas, alors, c'est un des problèmes qui a chez Halley, c'est-à-dire que c'est le problème, je vais accuser les scientifiques, hein, dont moi, c'est qu'en fait chacun prêche pour son école, c'est-à-dire qu'il y a le tout pesticide, il y a le tout milieu, et puis il y a le tout pathogène, et puis moi je suis moins sur le tout génétique parce qu'on n'en parle pas de la génétique, donc jusqu'à présent on n'en parlait pas. À chaque fois en fait on sait que les causes sont multifactorielles, les causes de perte. Mais ce n'est pas l'ensemble des facteurs qui sont à chaque fois, en fait, ponctuellement, on va avoir que 2 ou 3 de ces paramètres qui rentrent en compte et qui vont entraîner en fait les pertes. Les paramètres des pesticides, c'est quelque chose, en fait, il faut continuer à lutter contre, parce que c'est très important, ça a été la cause, en fait, de la grande transition qu'il y a eu. Il faut continuer, mais ce n'est pas dans nos mains, directement. Autant les pratiques, c'est quelque chose que l'on a dans nos mains, on peut les modifier. Et on peut essayer d'améliorer les choses, réduire par exemple la transhumance qui entraîne une dispersion des agents infectieux, c'est quelque chose qu'il faut restreindre. C'est là où il y a concertation, il y a toujours eu des zones de transhumance. Ces zones-là, il faut qu'elles persistent pour l'apiculteur professionnel, mais il ne faut pas que ce soit fait de manière anarchique tel que c'est fait en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours le problème entre les politiques et puis les filières, c'est que le politique, il va régir sous forme de subvention. Et en fait, l'apiculture est en train de basculer dans le monde agricole propre tel qu'on le connaît en fait pour les autres filières. C'est que, en fait, on va subventionner la transhumance, par exemple, ce qui va activer la transhumance et ça va développer de nouvelles zones de transhumance qui n'existaient pas. Et c'est là où, en fait, on risque d'empiéter sur les territoires où on faisait de la conservation. Alors que nous, en tant que conservateurs, notre but, c'est d'éviter, évidemment, de gêner la filière, essayer d'aider. On n'est pas là pour emmerder le monde. On est là vraiment pour aider la filière. Moi, j'ai aucun intérêt économique derrière. Hein. Si je dénonce comme ça, c'est que simplement, je trouve qu'il y a un fort risque, en fait, de voir disparaître cette espèce si on continue comme ça. Ou d'avoir une espèce qui soit totalement inféodée à l'homme, c'est-à-dire, en fait, une espèce qui n'est plus naturelle. Mais à chaque fois, on tient compte aussi des paramètres. Effectivement, le milieu a changé. Je pense que tu vas en parler tout à l'heure. Oui, bonjour. Tout ce que vous avez dit concerne le genre Apis. Oui. C'est le même bazar dans le reste du monde. Comment vous voyez les choses par rapport aux autres genres d'abeilles? Alors, dans la famille des apinés, en fait, il n'y a qu'un seul genre, le genre Apis. C'est moins le bazar dans le sens où l'homme a moins perturbé Apis cerana, Apis dorsata, Apis florea, en fait, qui sont souvent encore à la période de collecte, en fait, de cueillette. Dorsata, n'importe comment, il faut s'approcher quand même pour aller chercher du miel chez Dorsata. Florea, elle n'est pas très productive. Et on a importé, en fait, dans le sud-est asiatique, ils ont importé Mellifera parce que les colonies de Cerana sont trop petites. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne produisent pas assez, et c'est pour ça, en fait, qu'elles ont été importées, exportées dans cette région. Alors ensuite, en fait, effectivement, il y a les bourdons, mais les bourdons, ils sont utilisés en pollinisation. Donc il y a un impact, hein. Il commence à y avoir un impact. Et moi, ce qui me fait peur, c'est justement, en fait, il y a un développement autour des abeilles solitaires où je me dis, en fait, on est déjà dans les premières étapes de l'artificialisation de ces espèces. L'élevage des osmies, en fait. On n'a toujours pas compris qu'en termes de conservation, le but, c'est pas de conserver uniquement les espèces, parce que ça, on essaye de le faire depuis des dizaines d'années et on n'y arrive pas. C'est pas de conserver uniquement globalement les milieux, mais c'est de travailler sur tous les niveaux de la conservation. C'est-à-dire que il y a une super action qui est menée par un des conservateurs en France, qui est dans les Cévennes. Vous avez peut-être vu passer le message, en fait, c'est la vallée de l'abeille noire. C'est-à-dire qu'il y a la conservation de l'abeille, la conservation de tout ce qui est aussi pratiques apicoles ancestrales, hein, avec en particulier les rucherons, mais aussi ils essayent de restaurer les milieux. Hein. Donc dans les Cévennes, ça a été déserté, les campagnes ont été désertées, les milieux se sont totalement refermés, et donc là, ce qu'ils essayent de faire, en fait, c'est de revenir à une apiculture qui soit plus traditionnelle, plus ancestrale, et en remettant en place, en fait, les milieux. Là, je réponds à votre question, en fait, sur la diversification, en fait, des milieux. Ils se sont aperçus que la période de floraison du châtaignier, c'était un mois et demi avant, et qu'on a tellement sélectionné les plants châtaigniers que ça dure sur 15 jours ou 3 semaines maintenant. Voilà. C'est lié aussi à la diversité en fait, qu'il y a au sein des végétaux. Et donc, quand on travaille en conservation, il faut travailler à tous les niveaux. Restaurer et les milieux et les espèces qui y vivent.
Nous allons prendre encore 2 questions. Tantôt, comme hier soir, on s'est fait une promesse, c'est terminé avant 20h. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais faire une remarque et une remarque et une question. La remarque, c'est je suis d'accord que nous, apiculteurs, on doit toujours essayer de remettre en cause nos pratiques et de les améliorer. Mais je voudrais quand même faire une remarque aux tenants de l'agro-industrie qui mettent tout en cause sur les pratiques apicoles. Vous demandez comment ils expliquent la perte de 80%, 75 à 80% des effectifs d'insectes selon une étude qui est parue récemment. Là, je ne pense pas que les pratiques apicoles en soient pour quelque chose. Donc, il faut donner une explication. Oui, je suis pas là pour le défendre. Hein. Oui, non, mais C'est justement, en fait, j'ai une position qui est extrêmement délicate. C'est qu'en fait, je ne veux pas être l'outil des firmes agrochimiques. Mais je suis obligé quand même, quand je vois la situation actuelle, je suis obligé quand même de dénoncer. on est entièrement d'accord. Donc je ne suis pas là en fait pour soutenir, au contraire. C'est important. J'ai fait partie, alors justement, j'ai rien dit sur tout ce qui s'est développé au départ, c'est-à-dire que tout ce qui était sentinelle de l'environnement, installer des ruches, c'était en fait des pratiques qui étaient une communication qui était très importante, parce qu'il fallait sensibiliser le citoyen. Pour moi, la révolution, elle ne sera pas par le haut, elle sera citoyenne. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience du citoyen qui doit en fait reprendre en main en fait, la situation de l'écologie et d'une agriculture durable. Et c'est sous en fait, cette pression-là qu'on va pouvoir faire bouger les politiques. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il y en a qui ne croient pas. Moi, je trouve que ça bouge beaucoup ces derniers temps. Il y a une prise de conscience. Mais effectivement, en fait, on est dans un système qui est boulonné. Je parle d'un système agricole d'un point de vue général. Hein. Il est boulonné et il est bien en place, et on ne le changera pas du jour au lendemain. L'évolution, elle sera progressive. Mais il ne faut surtout pas donner, effectivement, il ne faut pas que je donne les armes. Hein. Je me refuse en fait, à tout financement par les firmes en fait, qui viendraient étayer leur thèse en fait, que ce sont des pratiques apicoles. Mais il faut en tenir compte et il faut surtout en fait, qu'on les change. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner un outil qui leur serve à nous battre. C'est une question plus technique par rapport aux zones conservatoires. Donc on a aussi des conservatoires en Savoie, qui sont gérés par le CETA. Le problème, c'est de savoir quoi conserver, comment trouver des souches qui soient encore de l'abeille noire. Ouais. Parce que essayer de prendre des abeilles qu'on a qui sont déjà hybridées, essayer de trier en fonction de critères morphologiques pour essayer de trier le bon gré du ça me paraît un peu difficile. Voilà, en fait, est-ce que le but c'est de vraiment conserver l'abeille noire? Moi je pense oui, parce qu'on a un patrimoine évolutif à conserver pour les générations futures. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins les générations futures, c'est un des approches du développement durable, hein, c'est le désir que les générations futures aient la même chose que ce qu'on a eu, de maintenir en fait les milieux et la diversité en fait à l'échelle de cette monde. Il y a un nouveau concept en écologie qui est celui du breaking point. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré dans l'ère de l'anthropocène, et en fait l'influence de l'homme sur la diversité et sur l'évolution en fait, de la Terre. Le but, c'est de savoir, lorsqu'on est encore dans des populations sur lesquelles on peut restaurer ce qui existait, ou maintenir ce qu'on a eu. On va pouvoir le faire. C'est le cas, en fait, de populations d'abeilles noires. Et donc, au sein de la fédération, puisqu'on a créé une fédération des conservatoires, on a mis en place des cahiers des charges, des cahiers de bonnes pratiques qui sont faits et qui doivent être signés par l'ensemble des conservatoires. En fait, on a réfléchi sur un nouveau concept qui est lié aux analyses que j'ai faites. C'est-à-dire qu'il y a des populations où je dis je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire que les populations sont tellement hybridées que je ne sais plus où trouver en fait ce que j'avais à l'origine. Donc on a travaillé, donc finalement en fait on n'est plus sur un concept de conservatoire d'abeilles noires, mais un conservatoire d'abeilles. Le but c'est d'appliquer des pratiques dans lesquelles en fait on va laisser les abeilles évoluer de manière naturelle. C'est-à-dire que les pratiques sont les mêmes que celles d'un conservatoire, mais on n'a plus l'appellation d'un conservatoire parce qu'on s'est fixé un niveau de pureté de 80%. Mais disons que les pratiques sont les mêmes. C'est-à-dire de laisser faire la nature de manière à ce qu'on ait des populations qui soient adaptées et de remettre en place une agriculture durable. Donc on aura probablement des régions en France où la situation est telle qu'on a dépassé le breaking point, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut plus revenir à l'état initial. Chose qu'il n'y avait pas, c'est en 1998, j'ai rencontré Marie, le père Marie, de la famille Marie, et je faisais donc, une conférence sur la conservation de la diversité, et je me suis dit, il va littéralement me défoncer après. Et non, pas du tout. Il est venu me parler, il m'a dit, vous avez parfaitement raison. Il faut conserver la diversité. Et moi, je me rends compte, c'est que quand j'arrête dans un endroit d'importer,
les abeilles retournent sur le noir. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait encore la possibilité, c'est-à-dire que si on laisse faire la nature, on revient sur les caractères originels parce qu'ils sont les mieux adaptés. En fait, il m'avait confirmé dans mon idée que, effectivement, lorsqu'on afflue, on va arriver en fait à une gestion artificielle des populations, mais que tant que c'est pas trop important, en fait, on peut laisser la nature revenir finalement en fait à sa situation initiale et la laisser évoluer de manière naturelle. Mais on est à une période où en fait on a tellement influé sur les populations qu'on peut dépasser ce fameux breaking point. Hein, c'est la situation de l'Europe. On essaye de refaire l'Europe, on ne le refera jamais. On l'a perdu définitivement. On peut se rapprocher de l'Europe. Donc on peut faire la même chose avec nos populations d'abeilles. Si on laisse faire la nature, et en fait elles vont se... Il va y avoir un filtre de la... C'est là où il faudra accepter des pertes. Hein. C'est-à-dire que le filtre de la sélection naturelle va passer. On aura une période de 2 ou 3 ans, ou de 5 ans, où on aura des pertes qui seront plus importantes. Mais ensuite, on va retourner une situation d'équilibre. Et en fait, on retournera à nos 5-10% en fait, d'abeilles qui correspondent aux mauvaises combinaisons génétiques. Hein. C'est ce que la sélection naturelle élimine chez toutes les espèces. Merci. Une question sur les conservatoires. D'après vous, combien il faudrait avoir de conservatoires sur tout le territoire, et aussi quelle est la superficie minimum d'un conservatoire pour que ça soit efficace? Alors, combien il faudra en avoir? J'ai pas de chiffre, en fait. C'est une question de volonté, c'est-à-dire qu'on met pas en place un conservatoire pour le plaisir de mettre en place un conservatoire, c'est une volonté locale, et ça part d'une discussion au niveau local. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'agriculteurs qui vont se réunir et dire on a envie de travailler avec cette souche-là, et donc en fait on va travailler dans ce sens-là. Donc moi j'ai pas d'a priori en fait au départ sur le nombre de conservatoires. Par contre j'ai un a priori sur à peu près 11 régions qui correspondent en fait à des régions écologiques qui sont d'ailleurs en relation plus avec la biodiversité végétale qu'avec la biodiversité de l'espace urbain. En fait on a des milieux en fait, avec des substrats et des plantes en fait, qui correspondent à des grands milieux climatiques, podologiques et ensuite botaniques. Et ces 11 milieux, ben, en fait, il faudrait qu'il y ait au moins un conservatoire dans chacun de ces milieux, de manière à conserver les adaptations. Et ensuite, la taille d'un conservatoire, si on arrive à mettre une zone, c'est-à-dire que normalement, les fécondations, c'est-à-dire 90% des mâles proviennent d'un rayon de 7 km dans les fécondations. Et un conservatoire, en fait, c'est une unité de reproduction à l'échelle populationnelle. C'est centré autour de ces congrégations-là. Et donc, on va placer, proche de la congrégation, un certain nombre de ruchers dans un rayon en fait, de 7 km. Donc, c'est 14 km de diamètre pour un conservatoire. Et ensuite, le mieux, c'est que quand on a évidemment en fait, des risques d'introgression de ce conservatoire, il faut mettre une zone tampon entre les deux. On va essayer de tamponner, justement, cette zone pour éviter qu'il y ait trop d'entrée à l'intérieur. Donc voilà, c'est 14 km en fait, de rayon. On peut étendre à une vingtaine de kilomètres. Et je pense qu'en France, il y a de la place pour mettre au moins 11 conservatoires comme ça, sans perturber en fait, l'agriculture professionnelle. Merci. Le docteur Gamini a fait une performance.